Red Dead Redemption, que ce soit le premier opus ou le deuxième, se distingue par la simplicité de son gameplay. La visée est automatique à 90%, les déplacements du personnage sont délibérément pesants, mais aisés à maîtriser, et pratiquement aucune phase de jeu ne requiert une compétence particulièrement élevée. Ce sur quoi Rockstar met l'accent dans ses jeux, ce sont les graphismes somptueux, l'intrigue captivante et le réalisme d'un univers à la richesse et à l'étendue remarquable. Pour faire une analogie, on pourrait penser à la saga Uncharted, où l'on progresse à travers des couloirs minutieusement conçus, avec un gameplay accessible, des graphismes magnifiques et une histoire prenante. Cependant, la distinction majeure réside dans le fait que Red Dead Redemption propose un monde ouvert, ce qui signifie qu'il est plus vaste, beaucoup plus vaste. Au-delà de sa simplicité en matière de gameplay, Red Dead Redemption 2 fait des choix bien précis en ce qui concerne la liberté accordée aux joueurs. Contrairement à la saga GTA, où l'on peut aisément voler une voiture en plein trafic, semer le chaos en écrasant une vingtaine de personnes et affronter la police sans trop craindre de conséquences, Red Dead Redemption 2 impose des limites strictes. On ne peut pas simplement éliminer qui que ce soit à tout moment. Par exemple, lorsque vous êtes à cheval, même une légère collision avec un piéton peut se solder par une prime à votre tête, avec la police à vos trousses. Cette approche réaliste, parfois presque excessive, peut sembler produire des résultats de réalisme exagérés. Cependant, il faut comprendre que ce n'est pas là l'objectif principal du jeu. Le but sous-jacent est de guider le joueur tout en lui inculquant la nécessité d'adopter une conduite cohérente dans cet univers qui aspire à une réalité poussée à son maximum. Contrairement à la conception des niveaux où le passage obligé semble presque imperceptible, à l'image de ce que fait si habilement la série Uncharted, les concepteurs ont ici choisi d'imposer des limitations par le biais des règles du jeu et de son cadre environnemental. Cependant, cette restriction ne s'avère guère problématique au sein du jeu, car l'univers qui l'entoure reste essentiellement sauvage, doté de vastes étendues et d'une population relativement limitée. L'atmosphère rurale devient alors particulièrement plaisante. Nous naviguons de mission en mission en apprenant à savourer nos moments de solitude, nous immergeant dans un environnement qui semble authentiquement vivant et libre. L'objectif premier est à la fois élémentaire et audacieux. Effacer de notre mémoire tout ce qui a précédé dans le domaine des mondes ouverts et instaurer à la place de ce genre aux mécaniques excessivement codifiées un authentique microcosme, une entité vivante, en constante ébullition, où le joueur n'est qu'une infime particule, naviguant à travers ses veines, stimulant son flux au rythme de son insatiable désir d'exploration et de découverte. Peu importe ses lois absurdes et sa police très susceptible. Pourtant, cette splendide toile de fond ne perdure pas tout au long de l'aventure. Après approximativement 50 heures de jeu, on prend complètement l'habitude de cet environnement, on s'y attache, et surtout, on prend le temps de s'en imprégner. Aussi bien dans son ambiance que dans la justesse des personnages que le jeu nous présente. Et c'est justement ce que Rockstar veut. Parce qu'après 50 heures, il faut partir ailleurs. Dans la panique et l'urgence, on doit soudain quitter cet environnement, lever le camp et trouver un nouveau refuge, droit vers l'est, droit vers le monde civilisé, droit vers la ville. Lorsque nous arrivons à Saint-Denis, tout change radicalement. Les rues se resserrent, se pavent, une foule immense se presse, les trottoirs fourmillent, les tramways et les calèches se croisent en tous sens. C'est d'abord un choc visuel, puis une réalité tangible. Le jeu nous fait véritablement ressentir l'arrivée de cette révolution industrielle qui surgit soudainement, écrasante par sa puissance. Nous passons d'un monde sauvage à un univers urbain et moderne, façonné de pierres, de briques, d'usines aux cheminées géantes crachant leur fumée noire. Soudain, il nous faut être vigilants en permanence, car ce n'est plus notre monde, du moins ce n'est plus le monde de nos personnages. Ces derniers ne cessent de souligner que les temps ont changé, qu'ils n'ont plus leur place dans cette évolution, et le jeu s'efforce de nous transmettre la même sensation. Que l'on préfère la campagne ou la ville, dans Red Dead Redemption 2, il est difficile de ne pas ressentir une certaine aversion envers la cité. Dans la majorité des jeux de ce genre, le joueur endosse généralement le rôle d'un personnage qui accumule progressivement du pouvoir, atteignant parfois des niveaux de puissance quasi surnaturels à la fin de l'aventure. Ce n'est pas le cas ici. Selon Dan Houser, le cheminement d'Arthur ne vise pas à le transformer en super-héros, car il est déjà presque un super-héros dès le début, et son développement se concentre principalement sur un plan intellectuel, voire moral.
Il s'agit de la fameuse quête de rédemption qui l'attend. Cette assertion concernant un héros presque surpuissant dès le départ a été maintes fois réitérée lors de ses interviews. Cependant, ce qui n'est pas mentionné, c'est que notre protagoniste ne reste pas au même stade de sa force à la fin, mais qu'il devient manifestement plus vulnérable. Il contracte une tuberculose, une ironie cruelle issue de l'acte brutal infligé à une personne infectée. Aucun remède n'est envisageable, et le vaillant homme est déjà condamné. Les contraintes du jeu se font de plus en plus pressantes, ses jauges de santé et d'énergie déclinent rapidement, nécessitant une alimentation accrue pour maintenir la forme, bien que sa maladie entrave sa capacité à se nourrir régulièrement. Progressivement, il devient plus frêle et plus fébrile. Une toux incessante le ronge, et il est évident pour tous que sa fin approche. Mais il n'est pas le seul dans cette situation. Tout le camp est plongé dans une spirale funeste. À ce moment, le jeu prend une allure singulière. Une transformation énigmatique s'amorce. On commence à percevoir que le jeu trouve une satisfaction subtile, presque fascinante, à dramatiser le déclin inéluctable du monde que nous avons la chance de parcourir. L'épilogue du 4e chapitre plonge la bande de Dutch dans une descente aux enfers. Les décès se succèdent, laissant une empreinte indélébile sur le joueur qui avait pris le temps de connaître et d'apprécier ses personnages. Surtout, Dutch sombre dans la démence, obsédé par son plan parfait, qui se renouvelle inlassablement malgré les échecs à répétition. Il plonge dans une folie meurtrière, percevant des traîtres partout, tout en invoquant la sacro-sainte loyauté que tous lui accordaient lorsqu'il faisait preuve de bonté, tandis qu'il abandonne maintenant ses compagnons sans la moindre hésitation. Peu importe les résultats rapportés des chasses au campement, une atmosphère morose s'installe. Il devient même impossible de contribuer à la caisse commune ou de financer des ravitaillements. À quoi bon? La bande est désormais en cavale, cherchant une solution qui semble s'être évaporée. À chaque arrêt, seules des disputes entre les membres subsistent. Une ligne nette se dessine, séparant ceux qui sont du côté du héros de ceux qui demeurent fidèles à Dutch, l'accompagnant dans sa spirale de folie grandissante. Cependant, l'espoir persiste malgré tout. Arthur, confronté à l'incurabilité de sa maladie, commence lentement à prendre conscience de la noirceur de ses propres actions. Cette prise de conscience est particulièrement palpable lors des missions facultatives, où il incarne le rôle de l'usurier du camp, contraint d'exiger le remboursement des dettes, quelle que soit la situation des débiteurs. Arthur est témoin des conséquences tragiques de ces exigences sur la vie de personnes totalement innocentes, et progressivement, il s'apaise et se repent, du moins en partie. De plus en plus souvent, des inconnus à qui il vient en aide lui disent « Vous êtes quelqu'un de bien ». Il les contredit constamment, sans vraiment parvenir à être convaincant. Mais Arthur ne poursuit pas la rédemption. Sa maladie ne le pousse pas à chercher la réparation de ses actes, mais à une profonde introspection quant à ses actions passées. Elle le guide surtout vers l'acceptation, le renoncement à toute idée d'un dénouement heureux dans cette épopée. Il est conscient que son temps est compté, qu'il est condamné, tout comme sa bande. Alors, il canalise son énergie dans un dernier espoir, celui de sauver ses compagnons, ceux qui subsistent encore. Sans surprise, Red Dead Redemption 2 se conclut par la mort d'Arthur. Une fin misérable, isolée, seule, et même incapable de triompher de l'antagoniste. Cependant, Rockstar nous offre ensuite un épilogue remarquablement étendu, situé plusieurs années plus tard. Comme pour donner une signification au sacrifice d'Arthur, nous assistons alors au résultat concret de ses actes héroïques tout au long de son périple. Offrir à ses amis une chance de renouveau. Revenons maintenant sur le gameplay. D'un point de vue ludique, tout au long de la fin du jeu, le constat commence à revêtir une teinte désastreuse. Les séquences de gunfight s'enchaînent jusqu'à la saturation, les trajets entre chaque mission deviennent de plus en plus laborieux, c'est désormais qu'un récit interactif où les lacunes d'un gameplay vieillissant se font de plus en plus criantes. Il est difficile de dire si cela est délibéré ou non, mais ceci, associé à l'atmosphère oppressante du camp, parvient à évoquer la nostalgie des premiers moments du jeu, quand tout était encore prometteur. Ce qui renforce une fois de plus l'impression de vivre ce que traversent les personnages. Une plongée inexorable dans les abysses d'un drame bien sérieux. Peut-être même trop. Rockstar a toujours su manier les fresques aux frontières de la parodie. Le précédent volet de Red Dead Redemption jonglait habilement entre cannibales alcooliques, croque-morts nécrophiles, anthropologues accros à la cocaïne et d'autres individus excentriques de l'Ouest sauvage. Cela servait à illustrer comment la mythologie du Far West se mêlait finalement à une vérité peut-être moins fantastique que ce que l'Amérique voudrait tant nous montrer. Et c'est le ton général des GTA aussi. Une critique drôle et aiguisée de l'Amérique et ses dérives.
Cette posture permettait de donner au jeu de Rockstar un angle satirique, et donc bien moins sérieux. C'est pourquoi tout semblait permis dans ces mondes. Mais dans Red Dead Redemption 2, Rockstar prend une ambition bien plus sérieuse et bien plus lourde à porter. Il ne s'agit plus de se moquer et de rire, mais plutôt de blâmer et de dénoncer. Le problème, c'est que cette nouvelle direction est plus dure à mettre en scène, et ça se ressent aussi bien dans les dialogues que dans l'évolution des personnages, qui, certes, arrivent à toucher le joueur, mais qui se retrouvent bien loin de la complexité et de la justesse d'un grand texte. La lourdeur du propos, alourdissant aussi tout le reste du jeu, et donc surtout son expérience. 85 heures, c'est le temps qu'il faut pour finir le jeu en faisant les quêtes secondaires, ce que la majorité des joueurs font. 85 heures en visée automatique, à faire attention à ne bousculer personne, à galérer sur des animations trop longues et une Xbox trop aléatoire dès qu'il s'agit de ramasser un objet, de fouiller une maison ou un cadavre. 85 heures à subir un gameplay trop répétitif et à parcourir des trajets entre chaque mission qui sont de plus en plus pénibles. Mais c'est aussi 85 heures où l'on peut contempler un univers où chaque recoin déborde de vie et d'histoire, avec des personnages qui s'attachent à paraître sincères et touchants, une histoire riche qui tente à être significative et émotionnelle, et surtout une fiction qui se distingue par sa volonté d'aller au-delà de la satire pour explorer des questions plus profondes et nuancées. En fin de compte, la note globale du jeu suscite des sentiments mitigés. Cependant, il est indéniable que l'effort déployé mérite d'être souligné. Qualifier Red Dead Redemption 2 de bon jeu est une question de choix, et je ne pense pas qu'il mérite l'unanimité, étant donné sa tentative audacieuse de privilégier le récit, alors même que celui-ci est loin d'être parfait. Mais, personnellement, j'ai développé une affection particulière pour ce jeu, et ce, en grande partie grâce à l'audace qu'il incarne, une audace qui, à mon sens, est à l'image même de sa grandeur. Il est indéniable que de nombreux jeux AAA se contentent de suivre des formules éprouvées, et de rester dans les sentiers battus pour éviter de prendre des risques. Cependant, Red Dead Redemption 2 ose s'aventurer en territoire inconnu, bravant les conventions et repoussant les limites de ce que l'on attend généralement d'un jeu vidéo. C'est avec cela que je termine cette vidéo, pour affirmer que oui, Red Dead Redemption 2 est un bon jeu. La vidéo s'achève ici. Dites-moi ce que vous avez pensé du jeu si vous l'avez aussi fait. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et sur ce, à une prochaine.